Ah voilà Philippe. Philippe nous rejoint maintenant en vidéoconférence. Il n'a pas pu nous rejoindre physiquement au studio, alors vous pourrez préparer des questions sur son exposé comme sur l'exposé qui le suivra. Une séance de questions-réponses avec les deux intervenants sur les énergies aura lieu ensuite et un message défilant au bas de vos écrans vous indiquera, on ne le voit pas encore, vous indiquera comment faire. Alors bonjour Philippe. Bonjour Philippe, Bonjour. on se voit. Voilà, je vous laisse maintenant la parole. Oui, merci pour cette invitation à faire une présentation et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc le sujet de ma présentation, ce sera les solutions que l'on envisage aujourd'hui pour décarboner l'aviation, mais du point de vue essentiellement de la disponibilité des ressources. Ce ne sera pas une présentation exhaustive, je n'aborderai pas les aspects économiques et je ne rentrerai pas dans le détail de la durabilité, ce qui pourrait nécessiter en soi une présentation complète. Donc sur la planche suivante, s'il vous plaît. Donc en introduction, je voudrais rappeler quelques chiffres qui ont déjà été évoqués ce matin pour situer un peu l'ampleur de la question que l'on aborde quand l'on parle de décarboner l'aviation. Aujourd'hui, l'aviation, en fait, n'utilise que des carburants fossiles et la consommation de kérosène représente environ 286 millions de tonnes, c'était la valeur en 2018, ce qui correspond à environ 12 hexajoules de pouvoir calorifique inférieur. Alors c'est un gros chiffre, mais si on le prend tout seul, il ne dit pas grand-chose. Donc je pense qu'il est intéressant de le comparer à des chiffres généraux du secteur de l'énergie. Et en fait, l'aviation, c'est aujourd'hui environ 11% de la consommation d'énergie des transports et c'est environ 7,5% de la production de l'utilisation du pétrole. Et en termes d'énergie globale, c'est environ 2,7% de l'énergie totale consommée aujourd'hui. Donc l'aviation n'est pas un contributeur, n'est pas un acteur majeur de l'énergie. Et il peut être aussi intéressant de comparer la consommation de kérosène à la production d'énergie sous forme d'électricité, parce qu'on verra que plus tard dans l'exposé, il va être pas mal question d'électricité. Et en fait, si on fait la comparaison, l'aviation, c'est équivalent à environ 15% de la production d'électricité aujourd'hui, sachant que le monde de l'énergie, de l'utilisation finale de l'énergie aujourd'hui est assez largement dominé par le pétrole et le gaz. Donc ça, ce sont les chiffres d'aujourd'hui, mais évidemment, il faut qu'on s'intéresse aux chiffres du futur quand on envisage de décarboner l'aviation. Pardon, là, il y a une planche qui a... oui, planche suivante, pardon, excusez-moi. J'ai oublié vous pouvez passer la planche d'après? Ah, oui, d'accord. Non, c'est la précédente, pardon. Oui, j'ai un décalage sur mon écran, excusez-moi. Oui, donc évidemment, quand on s'intéresse aux projections de trafic et de consommation de l'aviation, la crise du Covid a eu un impact très fort et la plupart des prévisions pensent que le trafic mettra quelques années avant de retrouver son niveau de 2019, mais qu'ensuite, il devrait reprendre une croissance avec néanmoins une certaine incertitude sur le taux de croissance auquel on peut s'attendre. Ici, vous avez une projection faite par ATAG, et ATAG, en fait, anticipe que la crise du Covid se traduira par une baisse de 16% environ de la demande en trafic aérien à l'horizon 2050. Mais néanmoins, comme le montre la courbe, nous nous inscrivons toujours dans une courbe en croissance. Alors, comment cela se traduit du point de vue de la demande d'énergie? C'est la planche suivante. Vous avez ici deux projections qui viennent de l'étude ATTAG Waypoint, qui correspondent à deux scénarios extrêmes pour atteindre l'objectif ATTAG de diviser par deux les émissions de CO2 à l'horizon 2050 par rapport à 2005. Le scénario de gauche, c'est celui qui extrapole les tendances actuelles dans les gains d'efficacité de l'aviation. Et si on le suit, on arrive à réaliser 25% de l'objectif par les gains d'efficacité au travers des opérations et de la technologie, et on aboutit à une consommation de jet fuel qui est de l'ordre de 20 hexajoules. Le scénario extrême opposé, lui, fait des hypothèses beaucoup plus ambitieuses du point de vue technologique,
Et dans ce cas, on pourrait réaliser 50% des gains par l'efficacité énergétique et on arriverait à une consommation de 15 hexajoules. Donc ça nous donne une fourchette de référence pour s'intéresser à la disponibilité des énergies de substitution. Au passage, on voit que ça correspond à une croissance entre 20 et 60% de la consommation d'énergie. Je donnerai comme référence le chiffre de l'Agence américaine de l'énergie qui voit une augmentation globale de la demande d'énergie d'ici 2050 de l'ordre de 50%. Donc on est relativement dans le même ordre. Sur la planche suivante, donc, quelles sont aujourd'hui les solutions que l'on envisage pour décarboner l'aviation? Alors, à ce stade, il faut un peu rappeler quelques principes fondamentaux, même si ça peut paraître évident. En particulier, il faut distinguer entre le vecteur d'énergie et la source primaire d'énergie. Dans le cas du kérosène, elles sont confondues, mais ce n'est pas le cas pour les énergies alternatives. Et on peut très bien avoir un vecteur d'énergie qui soit décarboné, mais dont la source ne le soit pas. C'est typiquement le cas de l'électricité produite à partir du charbon. À l'inverse, on peut avoir un vecteur d'énergie qui contienne du carbone, mais qui soit carbone neutral, comme on dit en anglais, qui soit neutre. C'est typiquement le cas des biocarburants. Ce sont des hydrocarbures, mais leur combustion est neutre du point de vue climatique parce qu'on a une boucle fermée du carbone. Le carbone vient de la biomasse et sera réabsorbé. À ce sujet, d'ailleurs, on voit le mot réel ne devrait peut-être pas être décarboner l'aviation, mais la défossiliser. Hein, c'est un néologisme, mais bon. Et donc, notre objectif va être d'utiliser des vecteurs d'énergie qui proviennent de sources faiblement carbonées, fossilement carbonées. Donc, on a principalement deux voies. On a l'électricité soit d'origine renouvelable, soit d'origine nucléaire. Et on a les carburants de synthèse produits à partir de sources à faible contenu en carbone. Alors, si on passe sur la planche suivante, commençons par voir le potentiel offert par l'électricité. En fait, l'électricité n'est pas une solution pour les gros avions et pour résoudre les problèmes d'émissions de l'aviation commerciale. Au-delà de la puissance installée sur un avion qui est nettement supérieure à ce que l'on peut connaître sur une voiture ou même un train à grande vitesse, le principal problème, c'est la densité d'énergie du stockage de l'électricité. Avec le kérosène, on a un PCI de 12 kWh par kilogramme. Si on fait l'équivalent en énergie électrique, compte tenu de la différence de rendement entre un moteur thermique et une chaîne électrique, l'équivalent, c'est 4500 Wh par kilogramme. Et l'état de l'art aujourd'hui des batteries, c'est environ 250 Wh par kilogramme, sans que l'on ait aujourd'hui identifié de solution pour aller au-delà de 600 Wh par kilogramme. Et une étude de la NASA a montré qu'avec 500 Wh par kilogramme, on pouvait peut-être faire un avion régional de 48 passagers pour 200 nautiques. Donc on voit l'ampleur du gap qui nous sépare du bel avion illustré à droite selon courrier d'Airbus. Donc en fait, la solution ne réside que dans les dans les combustibles de synthèse, pardon, pas les hydrocarbures. Sur la planche suivante, vous avez une liste des candidats qui sont aujourd'hui envisagés. Donc, on a l'hydrogène, on a le méthane et on a ce qu'on appelle les hydrocarbures de synthèse. Alors, les deux premiers, hydrogène et méthane, sont ce qu'on appelle des carburants non drop-in, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisables dans les avions ni dans les infrastructures actuelles, ce qui pose évidemment quelques difficultés pour leur introduction. Tandis que les hydrocarbures synthétiques, eux, ont une composition proche du kérosène actuel et on pourrait imaginer de les introduire sans grande modification, voire sans modification. On peut d'ores et déjà d'ailleurs les introduire mélangés à 50% avec du kérosène. Ce que montre la planche par ailleurs, c'est qu'en fait, pour produire ces différents candidats, on a principalement deux voies et on a ces deux voies pour l'ensemble des candidats. La première voie, c'est celle par la biomasse, donc ça c'est typiquement le cas des biocarburants, mais on peut aussi produire des hydrocarbures par la voie à partir d'énergie électrique. C'est ce qu'on appelle les power to liquid ou les e-fuels. Et on retrouve en fait la même situation pour le méthane et évidemment pour l'hydrogène. Là, on sait qu'on peut le produire par électrolyse de l'eau, donc par la voie électrique, mais on peut aussi le produire à partir de biomasse. Donc en fait, tous nos candidats partagent deux sources d'énergie primaire, soit de l'électricité décarbonée, soit de la biomasse. Sur la planche suivante, donc je commencerai par aborder les biocarburants qui sont la solution la plus mature. On a aujourd'hui déjà des procédés qui permettent de convertir la biomasse
en carburant consommable par les avions. Et ces procédés nous permettent d'ores et déjà de traiter les différents types de biomasse qui existent, hein, les huiles et les graisses qu'on peut traiter par hydrotraitement, les sucres et l'amidon qu'on peut faire fermenter, ou la lignocellulose qu'on peut transformer en jet fuel par la voie Fischer-Tropsch. Donc ces voies nous ouvrent un grand nombre de matières premières différentes. Et la question, c'est d'évaluer quelle est la disponibilité de cette biomasse et combien de biocarburants on pourra en extraire. Alors, cette question, qui est illustrée sur la planche suivante, est une question complexe et multifactorielle, comme cherche à l'illustrer ce schéma, qui illustre en fait quelque part la démarche bottom-up d'évaluation du potentiel de production de biocarburants. Alors, le point de départ, c'est quelque part la demande alimentaire et les terres disponibles. La demande alimentaire va déterminer les terres nécessaires pour l'alimentation et donc les terres qui vont rester pour faire d'autres applications, dont l'énergie. Cette demande alimentaire, elle va dépendre de la démographie, bien sûr. Elle dépend aussi du développement économique qui influe sur la consommation le régime diététique, mais qui influe également sur le niveau technologique de l'agriculture, qui va avec le climat, les sols et le changement climatique, déterminer aussi avec les types de plantes qu'on va utiliser, déterminer les rendements. Et donc, à partir de là, on peut déterminer ce qui va nous rester comme terre pour faire des cultures énergétiques, sachant qu'à ce niveau-là, il y a aussi des considérations de durabilité à prendre en compte. Est-ce que l'on fait de l'agriculture irriguée ou est-ce qu'on fait on utilise uniquement la pluie? Il y a des terres qu'on ne pourra pas utiliser pour des raisons de préservation de l'environnement, hein, de préservation de la biodiversité, parce que ces terres sont protégées, et aussi parce que convertir certaines terres qui ont un fort contenu en carbone générerait des émissions très importantes de CO2, ce que l'on ne veut surtout pas. Une fois que l'on a ces terres et la production de biomasse que l'on peut y réaliser, on a une nouvelle compétition pour l'usage de cette biomasse entre des secteurs comme la chimie, le chauffage et d'autres, et puis finalement la production de biofuels. Et là, on a encore une compétition, puisque ces biofuels peuvent aller vers l'aviation, mais ils peuvent aussi aller vers d'autres secteurs. Donc on voit que essayer de prévoir la quantité de biocarburants qu'on pourrait produire suppose un très grand nombre d'hypothèses dans des domaines très variés, et que donc c'est un exercice intrinsèquement incertain. On a l'habitude, sur la planche suivante s'il vous plaît, on a l'habitude de distinguer différents potentiels pour la production de la biomasse. On parle de potentiel technique, c'est-à-dire ça c'est la borne supérieure, c'est ce qu'il est possible de produire techniquement dans le cadre des terres disponibles et d'un certain nombre d'hypothèses sur le niveau de développement. On a ce qu'on appelle le potentiel durable, là, c'est plus ou moins le même que le précédent suivant les contraintes de durabilité qu'on s'impose, hein, il se rétrécit en fonction des contraintes que l'on met. Ensuite, on a le potentiel économique, c'est ce qui va être viable de produire d'un point de vue économique. Et puis, au final, la biomasse qui ira vers les jet fuels. Donc, sur la planche suivante, on peut voir ici quelques résultats d'études. Depuis une vingtaine d'années, il y a eu un certain nombre d'études pour essayer d'évaluer le potentiel technique de production de la biomasse. J'en illustre ici quelques-unes depuis 2009. On voit qu'il y a une grande variation des évaluations entre les études et au sein des études. On va de quelques hexajoules à 600 hexajoules. Alors, au sein des études, ça dépend en fait des hypothèses qui ont été prises en compte dans les scénarios, par exemple pour la disponibilité des terres et des terres que l'on s'autorise à convertir. L'IPCC, en 2014, a estimé que le potentiel maximum avec un degré de confiance élevé était de 170 hexajoules par an et avec un niveau de confiance moyen de 250 hexajoules. Mais des études qui appliquent des contraintes beaucoup plus sévères sur la disponibilité des terres, notamment, conduisent à des potentiels plus faibles. À partir de là, ce qu'on va pouvoir produire en biocarburant, ça va dépendre, comme je l'ai dit, des compétitions d'usage, mais aussi des types de biomasse et des procédés de conversion qui vont avoir des rendements différents. Alors, vous avez ici une illustration qui vient de l'étude de Staples du MIT,
Sur la gauche, vous avez 3 évaluations de potentiel technique qui correspondent à différents scénarios en termes de durabilité, d'utilisation des terres, de rendement. Et ensuite, ils appliquent un filtre à partir du prix de vente de la biomasse. Et donc, bon, là, les chiffres sont petits, mais vous pourrez regarder sur les planches. On voit que tout de suite, le potentiel qui est effectivement réalisé quand on prend cet aspect économique est beaucoup plus faible. Et enfin, sur la droite, ils prennent 2 scénarios suivant que l'on va maximiser la production de jet fuel, c'est-à-dire diriger principalement la biomasse vers la production de biocarburants aéronautiques, ou si on fait une allocation de cette biomasse au prorata de la demande d'énergie des différents secteurs. Et on peut voir sur la courbe, sur le graphique le plus à droite, que si on ne priorise pas l'aviation, on a des chances qu'il reste très très peu pour que très peu de biomasse finisse en jet fuel. Donc, ça illustre toute la difficulté qu'il y a à évaluer ce potentiel de biomasse. Alors, si on essaie d'avoir quelque chose d'un peu indicatif, en partant par exemple du potentiel technique sur lequel l'IPCC donne un niveau de confiance élevé, en supposant qu'on pourrait allouer 10 à 20% de cette ressource à l'aviation avec un taux de conversion un peu assez modéré de 45%, on arriverait à 8 à 16 hexajoules, ce qui ferait entre 40 et 100% de la demande projetée sur les 2 scénarios extrêmes que j'ai introduits au début. Alors, évidemment, il y a des points d'attention. D'abord, je l'ai dit, l'incertitude intrinsèque. Et puis, le fait que réaliser ce potentiel technique, il ne faut pas se leurrer, ça suppose un effort de développement de l'agriculture très significatif. Et puis, comme je l'ai montré, ce qui restera pour faire du jet fuel va dépendre beaucoup des politiques énergétiques. Et je dirais, pas seulement sur l'aviation, ça va dépendre de l'optimisation globale de l'usage de la biomasse en fonction des usages finaux. Et en particulier, le cercle à droite là, montre une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les usages de la biomasse pour simplement faire sa cuisine représentent encore une part très importante de l'utilisation de biomasse. Et donc, ce n'est peut-être pas l'utilisation la plus efficace, on aurait peut-être d'autres solutions pour ça. Mais changer ça, ça suppose un développement très fort et pas seulement dans le domaine de l'aéronautique. Donc là, planche suivante, on a parlé de la disponibilité de biocarburants. Mais ce qui nous intéresse au final, ce sont les réductions d'émissions. Et là, c'est encore une fois, on ne peut pas le déduire directement. Les réductions d'émissions vont dépendre du type de biomasse et du procédé de conversion associé, mais également des conditions de production de cette biomasse. Et en particulier, il y a un point très important, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des sols, le LUC en anglais, vous verrez souvent ce terme, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, suivant les terres qu'on convertit pour faire de l'agriculture, on peut générer des quantités très importantes d'émissions. Le petit tableau à droite illustre quelques valeurs qui sont des valeurs par défaut appliquées par le CORSIA. Le CORSIA, c'est le schéma, enfin, c'est le dispositif de compensation des émissions de l'aviation de l'OACI qui rentre en vigueur actuellement. Et on voit là, sur ces valeurs, on n'a pas pris en compte le changement d'usage des sols et on voit déjà qu'il y a de très fortes variations suivant les types de biomasse qu'on utilise et que certaines voies, par exemple le maïs par la voie ATJ, ne produit pas des réductions très fortes. Après, un point important, c'est que le maximum de réduction d'émissions ne va pas être forcément obtenu pour le maximum de production des biocarburants. Si je reviens à l'exemple de l'étude de Staples, dans laquelle ils ont introduit les émissions associées au changement d'usage des sols, dans le scénario qu'ils ont étudié, eh bien en fait, le scénario qui produit les plus fortes réductions d'émissions n'est pas celui qui conduit à la plus forte production de biocarburants. Et dans leur cas, la réduction maximale d'émissions obtenue était de 68%, ce qui montre que les biocarburants, c'est une voie de réduction des émissions, mais elles ne nous conduisent pas nécessairement à zéro émission, même si on peut imaginer des progrès par rapport aux valeurs actuelles. Pardon, vous étiez resté sur la planche d'avant. J'ai oublié de vous demander de changer de planche. Oui, j'étais sur. J'ai 2 planches de retard là. Excusez-moi. C'est encore. Voilà, j'étais sur cette planche-ci. Excusez-moi, vous n'avez pas pu voir les valeurs. Donc, bon, vous voyez, ça varie quand même assez largement ces émissions de cycle de vie. Ouais, ouais. Pardon. Donc, planche suivante, je vais passer, après cette présentation sur les biocarburants, je vais passer à l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est une solution potentielle pour l'aviation parce que l'hydrogène a un contenu énergétique massique très élevé, mais comme ça a déjà été dit, l'inconvénient... là, vous avez sauté...
Oui, non, c'est bon. Non, pardon, excusez-moi, c'est moi qui vois mal, j'ai un délai sur mon téléphone. Donc, l'hydrogène, effectivement, ça a un fort contenu énergétique massif, mais par contre, ça a une densité faible, et donc, même sous forme liquide, et donc ça va nous obliger à stocker sur les avions commerciaux l'hydrogène sous forme liquide, et donc sous forme cryogénique à 20 Kelvin. C'est donc une difficulté, et comme je l'ai dit au début, il faudra aussi adapter les installations, les avions et les infrastructures pour utiliser l'hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on sait d'ores et déjà le produire par des voies décarbonées, hein, l'électrolyse en particulier, mais on a aussi des voies proches de la maturité pour la biomasse. Et puis, c'est un combustible qui intéresse beaucoup de secteurs. Donc, on peut espérer un effet de synergie avec d'autres secteurs. L'aviation, comme je l'ai montré, n'est pas un acteur majeur, et donc une synergie peut être intéressante. Planche suivante. Donc, l'hydrogène, on sait déjà le produire par électrolyse avec zéro émission si l'électricité est décarbonée. Ça, c'est en ne prenant pas en compte les émissions liées à l'infrastructure, aux infrastructures. Et les efficacités énergétiques qu'on peut obtenir sont comprises, suivant les procédés, entre 70 et 90%. 90%, c'est le cas le plus élevé de l'électrolyse à haute température, mais qui nécessite d'avoir une source de chaleur disponible. Alors ça, c'est pour produire de l'hydrogène gazeux. Mais nous, comme je l'ai dit, il nous faut de l'hydrogène liquide. Et là, malheureusement, la liquéfaction, c'est aussi énergivore, et les rendements actuels ne sont pas très élevés. Environ 40% du contenu énergétique de l'hydrogène est perdu. Mais des travaux théoriques ont identifié des voies d'amélioration. Certaines produisent des rendements qu'on pourrait espérer de l'ordre de 84%, mais à ce jour, ils n'ont pas encore été démontrés. Et puis, il y a un autre point avec l'hydrogène, c'est que stocké sous forme liquide, il va s'évaporer, et ça, ce sera inévitable. Et on aura donc des pertes additionnelles qui vont impacter le rendement global. Planche suivante. Donc, l'efficacité globale de l'hydrogène sur la chaîne complète, c'est entre 50% aujourd'hui, et on peut espérer, pour les cas les plus favorables, mais qui ne seront pas toujours applicables, 75%. Alors, si on essaie de faire un peu une évaluation de ce que ça signifie du point de vue de la demande en énergie, là, j'ai fait une évaluation en prenant une efficacité un peu intermédiaire pour la production de 60%, ce qui correspond à de l'électrolyse PEM avec néanmoins une liquéfaction très performante et des performances pas très élevées, 5%. Il faut voir que des pertes pas très élevées. Il faut voir que ces pertes, elles vont pas mal dépendre de l'organisation de la production et du transport de l'hydrogène. Kawe, pour le transport routier, estime plutôt ces pertes à 20%. On verra ce que ça peut signifier par la suite. J'ai fait l'hypothèse d'une pénétration de l'hydrogène de 50%, ce qui correspondrait à la couverture des vols jusqu'à 1500 nautiques à peu près, et en faisant une première hypothèse pour avoir un chiffre de départ, qu'on arriverait à faire la même efficacité avec un avion à hydrogène. C'est évidemment à démontrer, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Et on voit qu'on arrive à une demande d'électricité comprise entre 12 et 17 hexajoules suivant les scénarios qu'on considère, soit en gros 16 à 21% de la production d'électricité mondiale actuelle. Planche suivante. Alors, on a une solution cousine de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, c'est celle des carburants, ce qu'on appelle les power to liquid, que Patrick nous présentera plus en détail après. Là, vous avez une illustration grossière du schéma de production. Donc, il nous faut de l'hydrogène produit par électrolyse. Il nous faut du CO2 que l'on capte soit dans des fumées industrielles, soit directement dans l'atmosphère. Ce CO2, il faut le dissocier en monoxyde de carbone, qu'on va réassembler avec l'hydrogène par la voie Fischer-Tropsch pour produire un ensemble d'hydrocarbures, dont du jet fuel. Alors, à ma connaissance, qui est basée sur la littérature et les échanges que j'ai pu avoir, ce procédé n'est pas aussi mature que la production d'hydrogène, et en particulier, les deux points faibles sont la dissociation du CO2 en CO et la captation dans l'atmosphère. Mais on verra ce que nous en dit juste après Patrick. Si on passe sur la planche suivante et que l'on s'intéresse à l'efficacité, aux émissions, si on part d'électricité décarbonée et si on utilise le CO2 de l'atmosphère, on peut dire qu'on va avoir à peu près zéro émission.
Ce qui ne serait pas vrai avec le mix énergétique européen actuel. Si on utilisait le mix énergétique d'aujourd'hui, on aurait 3 fois les émissions du kérosène. Si on part de CO2 qui n'est pas capté dans l'atmosphère, la discussion est un peu plus compliquée parce que là, il y a une question de savoir à qui on alloue les émissions de CO2. Est-ce que c'est à l'industrie qui a produit le CO2 originellement et qu'on considère que le CO2 est donc un déchet, ou si on le répartit? Donc, le débat est un peu plus délicat. Mais du point de vue climatique, ça ne change pas fondamentalement les choses. On n'a toujours qu'une fois les émissions. L'efficacité dépend de différents paramètres comme le type d'électrolyse, la source de CO2 et l'intégration du système. Elle varie entre 47 et 63% si on prend du CO2 concentré et 39 et 53% à partir de l'atmosphère. Ça, ce sont des chiffres qu'on trouve dans la littérature avec l'électrolyse qui représente, en fait, l'électrolyse pour produire l'hydrogène qui présente la plus grosse partie de la consommation. Alors, sur la planche suivante, si on essaie de refaire le même exercice que pour l'hydrogène, il y a une petite subtilité, c'est que ici, le procédé ne produit pas que du jet fuel. Il va produire au maximum 50 à 70% de jet fuel. Donc, on va produire un ensemble de carburants qu'il faudra diriger vers d'autres marchés, comme par exemple le transport routier. Donc, ce qui veut dire que pour produire la même quantité de jet fuel que celle dont on a besoin, on va produire globalement une plus grande quantité de carburant. Donc, ça va avoir une influence sur l'énergie primaire qu'il faudra. Donc, pour produire 10 exajoules de jet fuel, il va nous falloir produire au total 14 exajoules de carburant. Et en prenant des hypothèses un peu similaires à celles que j'ai prises pour l'hydrogène, c'est-à-dire 50% de pénétration, une efficacité intermédiaire, mais en poussant le procédé pour produire un maximum de jet fuel, on arrive à une fourchette pour satisfaire notre besoin aéronautique de 23 à 31 exajoules. Mais là, encore une fois, il y a une partie du combustible qui ira vers d'autres marchés. Donc, ce n'est pas uniquement une consommation pour l'aéronautique. Sur la planche suivante, donc, si on essaie de comparer l'hydrogène et le power to liquid, donc, il faut, je pense, le faire en considérant des marchés équivalents. Et donc, non pas seulement le marché aéronautique, mais comme je l'ai fait pour le calcul du besoin en énergie pour le PTL, prendre un marché plus grand. Et donc, ça nous conduit à satisfaire une demande toujours sur l'hypothèse de 50% de pénétration entre 10 et 14 exajoules. Et la différence de demande en électricité est de 31% entre les deux voies. Mais évidemment, il y a des incertitudes sur ces chiffres. En particulier pour l'hydrogène, l'impact des pertes globales sur toute la chaîne. Comme j'ai dit, certains chiffres sont bien plus élevés que les 5% que j'ai utilisés. Ça va dépendre de l'organisation de la production, du transport. Il y a l'incertitude sur les performances qu'on arrivera à réaliser en liquéfaction, parce que les performances dont j'ai parlé sont aujourd'hui non démontrées par des démonstrateurs réels. Et puis, il y a l'influence de l'efficacité de l'avion que l'on parviendra à atteindre. Si elle est 15% plus faible que pour un avion à kérosène, on voit que l'écart est divisé par 2. Côté PTL, l'incertitude elle est liée à la faisabilité qui n'est pas encore démontrée à l'échelle industrielle et aux performances qu'on peut attendre. Et puis, il y a le fait aussi, comme je l'ai mentionné, qu'on a besoin d'un marché de coproduits. Alors, ce n'est pas un problème actuellement. Par contre, si l'automobile bannissait, le transport routier bannissait complètement les moteurs thermiques et l'utilisation de carburant, peut-être ça pourrait devenir plus compliqué. Sur la planche suivante, j'ai essayé de placer ce besoin en électricité par rapport aux tendances historiques et aux projections du secteur de l'énergie. Donc là, j'ai utilisé comme référence les chiffres de l'Agence internationale pour l'énergie qui montrent que de 2000 à 2018, la production d'électricité décarbonée a progressé d'environ 15 exajoules. Donc c'était un peu plus faible que notre scénario le plus agressif, mais on est à peu près dans l'ordre de grandeur. Et si on regarde les projections pour l'avenir, dans son scénario New Policy, et c'est un scénario qui en fait prend en compte les annonces par les États et les ambitions déclarées dans le cadre de l'accord de Paris, l'IEA voit une augmentation de la production d'énergie décarbonée de l'ordre de 41 exajoules d'ici 2040. Alors évidemment, dans ce scénario-là, eux, ils n'ont pas pris des avions qui utiliseraient de l'électricité comme source primaire. Donc, ce qui veut dire que la demande qu'il nous faudrait
est dans l'ordre de grandeur de la projection IEA, mais évidemment, elle devrait venir en plus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas un chiffre totalement hors de grandeur par rapport à cette projection. Bon, Xavier Bouis a évoqué cet aspect sur lequel je voulais passer brièvement pour mentionner qu'on l'a bien en tête. Hein. Effectivement, il y a d'autres impacts que le CO2 à prendre en compte dans le domaine de l'aviation, et il se trouve que les carburants ont un impact sur ces effets non CO2. En particulier, les hydrocarbures de synthèse ont un effet bénéfique sur les traînées de condensation parce que, comme ils ne contiennent pas d'aromatiques, ils vont générer moins de suie. Pour l'hydrogène, le parcours reste à faire et nous avons un projet qui démarre en France actuellement pour étudier ce point. Et dernier point, effectivement, comme ça a été dit, il y a toujours de très fortes incertitudes sur ces mécanismes non CO2, donc il convient de les étudier. Nous avons aussi un projet de recherche qui démarre en France sur ce sujet. Alors pour conclure, eh bien, je crois que effectivement le premier point, c'est que l'amélioration de l'efficacité énergétique des avions, de l'ensemble de la chaîne, reste essentielle pour minimiser la demande en carburant. Il semble y avoir un potentiel de la biomasse, avec les incertitudes que j'ai mentionnées, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il nécessite des efforts importants de développement de cette production de biomasse et des efforts aussi en dehors du secteur de l'aéronautique, plus une politique qui alloue une partie de cette biomasse à l'aviation. Alors ça ne conduira pas à zéro émission, puisque comme je l'ai montré, le bilan des biocarburants est rarement zéro. Par contre, on a vu aussi que ça peut avoir des effets bénéfiques pour les impacts non CO2. Si l'on regarde maintenant l'hydrogène et les électrofuels, on voit que en fait, leur introduction nécessitera un développement important de l'électricité décarbonée qui va au-delà des projections actuelles telles que celles de l'IEA, mais qui reste malgré tout dans l'ordre de grandeur des tendances historiques et des projections actuelles. Et là, par contre, on peut espérer avoir zéro émission, évidemment si on ne prend pas en compte les émissions liées à la construction des infrastructures. Alors, hydrogène ou électrofuels, ben là, je dirais que la comparaison nécessite d'être approfondie pour éclaircir un certain nombre d'incertitudes qui restent. Et là, peut-être que l'exposé suivant va nous apporter des éclairages ou me contredire, je ne sais pas. Voilà. Merci Philippe pour ce panorama très, très vaste, très complexe d'ailleurs. Il est normal que quand on parle de ce sujet, on s'y perde un petit peu. C'est ce qui nous arrive un peu à tous, mais vous le connaissez bien. Donc, vous nous avez décrit beaucoup de choses. Vous nous posez aussi vous posez des problèmes. On va voir ce que va nous dire Patrick Leclerc dans quelques instants. Mais on voit qu'il y a des pistes quand même. On voit qu'il y a des pistes. Évidemment, il faudra beaucoup d'énergie primaire dans tous les cas. Et puis, il faudra une grande réflexion du côté de la construction aéronautique pour savoir vers quoi s'engager. Mais on va y venir par la suite, après l'exposé dans l'exposé de Patrick, et puis après son exposé.